Donc, je vais commencer. Merci donc ce colloque. Je pense que c'est l'occasion pour moi et Mariam de partager une expérience commune. Donc, le but de la présentation, il est double pour nous. À la fois témoigner d'une expérience de recherche dans le domaine de la communication et santé en tant que superviseur et étudiante graduée au doctorat, donc une présentation à deux voix qui va aussi nous permettre d'amorcer une réflexion sur comment former des étudiants gradués à des approches qualitatives dites de co-design en santé. Et puis, je dirais, le deuxième point important, c'est d'interroger aussi, pendant ce qu'on va vous présenter, le processus d'appropriation et de compréhension de ces approches-là, qui sont dites participatives, collaboratives, co-créatives, etc., en prenant appui notamment sur deux projets de recherche que l'on mène actuellement et projets au sein desquels Mariam est aussi impliquée. Donc, on vous propose d'illustrer notre propos, notre réflexion en partageant avec vous une histoire. C'est l'histoire de notre parcours, de notre cheminement qui est en phase d'élaboration. Et puis, c'est l'histoire d'un parcours de formation par le faire, par l'immersion, on en a parlé tout à l'heure, que vit actuellement Mariam dans le cadre de son doctorat. Mais c'est aussi un cheminement en tant que superviseur qui doit parfois développer des outils, des stratégies pour accompagner l'étudiant sur ce cheminement-là. Alors, un cheminement que l'on va découper en 4 étapes. La première étape, c'est cette étape à laquelle l'étudiant est confronté à diverses lectures et qu'effectivement, il y a une forme de mise en tension entre ce qu'il lit et ce qu'il peut voir dans la pratique. On verra aussi que dans ce qui concerne les approches de co-design, elles sont multiples. Le paysage de ces approches-là est foisonnant et que parfois c'est difficile de pouvoir s'y repérer. Le deuxième étape pour nous, ça va être de discuter comment on se prépare, parce que dans ces approches de co-création collaborative, participative, comme elles sont nommées, eh bien, il faut se préparer à engager différentes parties prenantes. Dans notre cas, ça peut être des patients, ça peut être des médecins, ça peut être des experts en technologie de l'information, etc. Donc, c'est vraiment des parties prenantes variées, mais il faut se préparer à pas uniquement dialoguer avec, mais à faire, à créer avec ces acteurs-là. Donc, ça exige peut-être d'anticiper un certain nombre de choses et de se poser des questions. Ensuite, vient le moment où on se confronte à une certaine réalité, le moment où il faut animer des ateliers, discuter, engager ces différents acteurs à co-créer avec le chercheur. Et là, on est confronté à une forme d'imprévisibilité. Il se passe des choses qu'on n'avait pas anticipées et donc du coup, comment on aborde cette phase-là. Et enfin, on en a parlé tout à l'heure, évidemment, on a au cours de ce parcours-là collecté une masse d'informations, et je dirais même on a produit des données avec les acteurs. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on les organise pour faire sens de cette réalité sans être noyé ou je dirais, face à cette masse d'informations. Alors, je vais commencer rapidement avec, je dirais, le fait qu'au début de son cheminement, l'étudiant il est confronté à une littérature très foisonnante sur le sujet. Il y a une multiplicité d'approches qui sont décrites dans la littérature scientifique, dans des ouvrages. Évidemment, il s'agit pour l'étudiant de se familiariser avec cette littérature, mais le travail n'est pas aisé parce que le paysage est extrêmement confus. Et pour nous aider un petit peu dans cette forêt vierge d'approche, bien, Elisabeth Sanders est intéressante. Elle a publié un article en 2008 où elle nous propose une carte qui tend à situer les différentes approches de co-design sur 2 axes. Et cette carte, elle peut aider, peut tenter de repérer un peu les différentes approches existantes, les traditions dans lesquelles elles s'inscrivent. Et on va regarder un petit peu cette carte-là qui peut nous permettre de nous repérer un peu. Alors,
Alors, sur cette carte, on voit deux axes. Il y a un axe design-recherche et évidemment, les approches dites de co-design, de design participatif en général, elles sont ancrées soit dans l'axe recherche de manière générale ou parfois dans un axe plutôt design, mais en général, les approches de co-design en santé vont être plus ancrées dans l'axe recherche de manière où elles s'ancrent dans une longue tradition qui peut être la tradition de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie, même de l'ingénierie quand on est amené à travailler sur les technologies de santé. Alors, ce que le jeune chercheur apprend, c'est que le co-design en santé, ce n'est pas uniquement un ensemble de techniques d'intervention, hein, mais c'est aussi, et on le voit avec l'autre axe, un état d'esprit, hein, mindset, donc que ça, chaque approche va s'inscrire comme ça dans un état d'esprit particulier. Alors, on y voit les recherches orientées plutôt experts, hein, et de l'autre côté, l'axe plutôt participatif. Donc, dans le expert mindset, on est plus, je dirais, un design pour l'utilisateur, hein, où l'idée, ça va être évidemment d'être plutôt dans l'idée de consulter, de s'informer par rapport aux attentes d'utilisateurs potentiels. Et de l'autre côté, on va être dans un design avec l'utilisateur, donc dans une dimension beaucoup plus participative. Alors, ce que nous apprend cette cartographie, c'est que le paysage des approches, il est complexe, il doit être nuancé, et aussi que ces approches-là s'inscrivent dans des paradigmes différents. Et il va falloir justement à l'étudiant aussi appréhender ces éléments-là. Alors, quand on continue, alors vous voyez, évidemment, il y a un certain nombre de questions qui se posent aux jeunes chercheurs à ce moment-là. Et puis, quand on continue à s'orienter dans ce paysage-là, dans le domaine de la communication et santé, on voit des approches qui dominent dans la littérature, qui sont souvent reprises, hein, par les chercheurs, qui sont mises en œuvre dans différents projets de recherche. Donc, par exemple, l'experience-based co-design qui a été développé par Robert et Beth, et qui sont des chercheurs anglais, et qui est une approche reconnue, hein, qui prend appui sur la recherche-action, mais qui met au cœur du processus de co-design la prise en compte de l'expérience des patients, des professionnels de la santé, avec un souci d'amélioration des services, d'amélioration de la qualité de la prise en charge. On a ensuite ce qu'on appelle le design participatif, qui est très utilisé notamment, qui s'ancre, je dirais, dans une tradition scandinave du design participatif, qui repose sur des principes démocratiques très importants, avec l'idée que toutes les parties prenantes ont une expertise égale, etc., et qu'elles vont contribuer au processus. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Community-Based Participatory Research. Là aussi, on aborde des enjeux de santé, mais auprès de communautés beaucoup plus vulnérables, etc., et le design centré sur l'humain. Alors, comme vous le voyez, on est face à différentes approches, toutes dites collaboratives, collectives, co-créatives, consultatives. Donc, on a du co partout, mais un co qui doit être nuancé, et ces nuances parfois peuvent être subtiles. Donc, pour les jeunes chercheurs, c'est laquelle la plus adaptée à mon projet, qu'est-ce qu'elle implique sur le plan méthodologique, quels sont les enjeux pratiques que cela soulève. Alors, pour aider Mariam, je dirais, à aborder un peu ce foisonnement d'approches-là, l'idée a été de la faire cheminer avec nous au sein de deux exemples de recherche que nous menons actuellement. Je vais rapidement les présenter, et après je vais donner l'occasion à Mariam d'exposer comment elle a appréhendé ça. La première recherche qui est ici sur la droite s'appelle CIPIN. C'est une recherche collaborative qui implique des médecins, des experts en santé publique, en communication et des parents. CIPIN, en fait, c'est une plateforme qui est utilisée par les médecins de famille pour communiquer avec leurs patients. Et l'objectif de ce projet, dans son versant communication et santé, parce que c'est un projet interdisciplinaire, c'est de concevoir des messages électroniques de santé personnalisés pour répondre à l'hésitation vaccinale chez les parents de 5 à 17 ans. Donc, la méthode privilégiée dans ce cas, c'est plus une méthode de conception centrée utilisateur. Donc, l'idée étant de concevoir pour les parents des messages qui répondent à leurs attentes et qui soient plus personnalisés. Le deuxième projet, qui est
qui est, je dirais, l'autre bout du continuum, ça s'appelle The Bridge, qui c'est une recherche participative qui a pour objectif de comprendre l'impact de la pandémie de Covid-19 sur des populations vulnérables. Ici, c'est des personnes sans abri, des minorités visibles, des personnes autochtones. Et dans le cadre toujours de ce projet interdisciplinaire, il y a une composante communication et santé qui vise à mieux comprendre avec les populations comment elles ont justement vécu cette pandémie-là et comment elles ont, je dirais, appréhendé les messages de santé publique et comment justement on peut améliorer avec eux, donc faire avec eux ces messages de santé publique. Donc on a à la fois dans CIPIN, c'est un design pour des parents et dans l'autre projet The Bridge, c'est un design avec un certain nombre de populations quand on reprend ma cartographie. Donc, je vais laisser Mariam partager son expérience d'entrée dans ces projets. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Oui, c'est ça, on t'entend. Un instant. Excusez-moi. Donc, en fait, je vais juste aller dans la diapo. Donc, mon expérience avec ces deux projets était différente parce que, en fait, j'étais confrontée avec entre ce que j'ai lu et ce que je vois dans la réalité. Je vais commencer avec le projet CPN, parce que le projet CPN, c'est un projet interdisciplinaire, donc il engage plusieurs acteurs. Le but, c'est vraiment de concevoir des messages pour répondre à l'hésitation vaccinale des parents. Et ce projet, il mobilise à la fois le co-design, on verra par la suite, mais aussi user-centered approach, c'est-à-dire que c'est une conception centrée sur l'utilisateur. Donc, l'utilisateur n'est pas engagé tout au long du projet, mais par contre, on verra qu'à travers un questionnaire et aussi il est présent. Par la suite, dans l'expérience que j'ai en fait récemment avec The Bridge, c'est un centre communautaire de recherche qui va impliquer les participants, les membres de la communauté comme co-chercheurs. Donc, c'est des co-chercheurs à part entière avec, donc en partageant le contrôle et aussi le pouvoir du processus de recherche dès le début à la fin. Je souhaite en fait peut-être mettre l'accent sur mes questionnements parce que dans la littérature, on voit que la recherche participative et surtout participative communautaire met en avant en fait l'agentivité de l'acteur local, qu'il est capable d'agir sur la structure sociale, de la changer pour en fait améliorer sa santé et aussi sa vie en général. Donc, cette recherche va mettre un équilibre entre la recherche et l'action. Il va aussi se focaliser ou mettre en avant aussi, encourager le processus de co-apprentissage entre le chercheur et les membres de la communauté qui sont des chercheurs pairs. Et aussi, il va utiliser la rigueur du savoir académique. Ça veut dire qu'on va faire un questionnaire validé selon ce qui est prévu, voilà, selon le savoir académique. Par contre, ce qui est décourageant de cette approche-là, en tout cas comment elle est présentée dans la littérature, c'est les limites de cette approche-là. Donc, c'est une approche qui est présentée dans la littérature comme très coûteuse et très longue. Ça peut durer des années, ça nécessite des ressources financières et humaines colossales. Il y a un risque potentiel de perdre leur contrôle et le pouvoir sur le processus de recherche. En lisant ça, bien évidemment, j'étais découragée. Je me suis dit à quoi ça sert bon de faire une recherche participative si le chercheur risque de perdre le contrôle sur sa recherche. En contrepartie, quand je me suis confrontée avec User-Centered Design, la conception centrée sur l'utilisateur, là, c'est une méthode présentée dans la littérature comme si c'est un co-design, alors que Elizabeth Saunders, comme Sylvie l'a mentionné, c'est une auteure qui en fait, il a bien différencié, il a dit que l'accent est non pas sur l'utilisateur, mais sur l'objet de conception. Par exemple, dans le projet CP, les participants ne sont pas, on verra par la suite comment le projet CPN va engager les participants et leur voix tout au long du projet, mais par contre, l'accent est vraiment mis sur l'objet à développer, c'est-à-dire le message. Avec cette approche, je me suis posé comment peut-on réellement développer des messages sur mesure sans appliquer les participants tout au long du processus de conception. Et comment peut-on appliquer cette méthode avec des participants qui ont parfois un faible niveau d'éducation et de littératie?
et aussi quels sont les outils qu'un chercheur, un jeune chercheur peut déployer pour les engager dans la discussion. On verra par la suite que je vais apporter des éléments de réponse avec des expériences dans la slide suivante. Alors voilà un petit peu ici un certain nombre je dirais, de questions qu'on se pose au moment de la préparation. Alors, évidemment, en tant que superviseur, on a une batterie de questions hein, pour l'amener je dirais, à réfléchir hein, sur comment se préparer pour aborder ces deux terrains-là différents et ces deux projets. Donc, comment on prépare les acteurs à s'engager dans des activités de co-création? C'est quoi les outils et techniques les plus pertinents hein, pour soutenir l'objectif de recherche, ceux qui sont les plus appropriés hein, en fonction de l'âge, du genre ou des antécédents des participants, sachant que les publics concernés sont très variés. Mais Mariam a aussi des questions qu'elle se pose à ce moment-là dans la phase de préparation, je dirais, des ateliers. Alors, je vais te laisser prendre la parole, Mariam. Les questions que je me suis posées, ils sont différentes dépendamment du projet et aussi de l'enjeu de communication en question. Quand le chercheur, quand le jeune chercheur, en tout cas l'étudiant-chercheur, est impliqué, par exemple, à faciliter la discussion auprès d'un groupe, par exemple, dans le projet CPN, on cible la population générale. Les enjeux ne sont pas pareils comme dans l'approche participative menée par The Bridge. Donc, ici, c'est le chercheur qui va faciliter la discussion. Donc, même si on cible la population générale, le but, c'est vraiment d'inclure tout le monde, de ne pas oublier, par exemple, d'inviter des populations des minorités visibles et aussi on se demande comment arriver à engager tout le monde et s'assurer que la voix de tout le monde est entendue lors de la discussion. Comment se comporter quand il y a des tensions ou des conflits? À quel moment il faut intervenir et pour ne pas que ça perturbe la discussion, mais aussi empêcher des personnes, en fait, empêcher la rétroaction livrée par les participants. Dans l'approche participative, le chercheur est désormais uniquement, en fait, c'est un observateur. Donc, il ne va pas en fait faciliter la discussion. Par contre, son rôle, c'est vraiment de former les chercheurs. Donc, il se pose la question comment je dois former les chercheurs pairs pour s'approprier le savoir académique et le traduire en fait et le mettre en application lors du groupe de discussion. Comment maintenir aussi un équilibre entre garder le contrôle sur le processus de recherche, mais aussi encourager la participation des pairs et surtout comment partager le pouvoir avec les chercheurs pairs. À quel moment il faut le céder, à quel moment il faut déléguer des tâches, des missions à eux. Parce que dans la recherche participative, c'est vraiment les chercheurs pairs qui s'occupent du recrutement et aussi de la discussion. Donc ici, par exemple, on verra bien que c'est dans cette slide, on voit que dans l'équipe, par exemple, de Bridge, le chercheur, il va impliquer les pairs facilitateurs tout au long du projet, dès la conception, par exemple, même dans la formulation de la question de recherche, le choix des outils méthodologiques, mais aussi pour former, il va les former pour animer les ateliers. Et en fait, par la suite, c'est eux qui vont prendre la relève par la suite. Donc, le chercheur, il va uniquement créer, en fait, on va dire la squelette du projet, mais la personne qui va exécuter toutes les tâches du projet, c'est vraiment les pairs facilitateurs. Dans le projet CPIN, on verra que c'est le co-design dans un premier temps, ça veut dire les spécialistes en santé publique, les spécialistes en communication, mais aussi des médecins de famille qui vont se rencontrer régulièrement, justement pour concevoir des messages sur mesure qui seront envoyés par la suite à des parents. Donc, cette partie-là, c'est vraiment du co-design parce qu'il y a une application, un partage de savoir. Ils vont combiner leur savoir pour concevoir des messages sur mesure. Dans un deuxième temps, des chercheurs, notamment des spécialistes en communication, vont animer des groupes de discussion avec des parents. L'objectif, c'est de revérifier, travailler et tester ces messages qui étaient conçus par la première équipe. Donc là, on va appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure, la conception centrée sur les utilisateurs. La rétroaction délivrée lors des discussions-là, ça va aussi en fait être communiqué aux premières équipes, ça veut dire l'équipe des spécialistes en santé publique, des communications et des médecins, en vue d'ajuster, d'améliorer la communication
la stratégie de communication globalement. Donc, ils vont retravailler le message pour mieux répondre aux besoins d'information et aussi et mieux refléter les besoins de ces parents-là. Donc, c'est vraiment un cycle itératif de co-création de messages électroniques et les parents, même s'ils ne sont pas présents tout au long du processus de conception et développement des messages, ils sont présents dans la première partie à travers le questionnaire, mais aussi les spécialistes en communication, ils ont fait tout un travail pour retracer, collecter les raisons, par exemple, d'hésitation vaccinale dans la littérature. Donc, comme on voit là, je pense que ce qui est important, c'est de voir que cette expérience par le faire, oui, certes, elle peut apporter des clarifications par rapport à la littérature, ce qui permet à Mariam de se confronter à deux projets complètement différents dans les formes d'engagement, derrière l'idée de participation, mais aussi soulève un certain nombre de questions importantes. Puis c'est ces questions-là, je dirais, où en tant que superviseur, il faut arriver un petit peu à outiller l'étudiant, alors notamment dans sa démarche, il va falloir qu'il détaille sa démarche, il va falloir qu'il choisisse ses outils, qu'il crée ses outils. Une petite perturbation pour dire qu'on est à 20 minutes. Parfait. Donc, pour créer ces outils, et là, on voit qu'effectivement, c'est important de pouvoir l'accompagner dans ces démarches-là. Autre élément, c'est aussi la question de l'animation. Au cours, je dirais, des ateliers, il va falloir à l'étudiant se confronter, même s'il s'est préparé à cette forme d'imprévisibilité. Alors, dans les ateliers, évidemment, c'est important pour le superviseur de pouvoir parler peut-être d'expériences pour lesquelles les choses ne sont pas forcément prévues comme le superviseur l'attendait. Alors, je vais vous donner un exemple. On a fait des ateliers avec des patients atteints de la maladie de Parkinson. Dans les ateliers, il y avait un certain nombre de choses parfois où il fallait écrire et on s'est rendu compte qu'il y avait des membres du groupe qui, compte tenu de la maladie, avaient de la difficulté à écrire. Donc, effectivement, c'est donc des situations dans lesquelles il faut pouvoir s'adapter. Et puis, pouvoir à certains moments faire preuve peut-être d'adaptation, déléguer une tâche à un observateur qui va peut-être écrire à la place des personnes, etc. Mais avoir tout un état d'esprit qui vise aussi l'inclusivité. On est confronté à une multitude de données, croquis, photos, matériaux produits pendant les différents ateliers, audio et vidéo. Et évidemment, ça va être important pour l'étudiant de pouvoir organiser, analyser ces données-là et faire sens d'une réalité. Alors, on parlait tout à l'heure des logiciels d'analyse. La difficulté souvent, c'est que les étudiants pensent qu'en mettant toutes ces données-là dans InVivo, l'analyse est faite. Non, c'est plus complexe que ça. Et puis, souvent, le fait de pouvoir appartenir à un groupe de recherche, de pouvoir confronter ces résultats, valider ces interprétations avec des séances d'analyse collective, ça aide énormément parce que du coup, on peut procéder à une analyse thématique, à une analyse plus narrative, on synthétise, on visualise les données et tout ce travail-là de mise en forme de la donnée, ça va aider aussi à faire sens de cette réalité. Donc, on voulait juste partager avec vous ce parcours et puis, pour conclure rapidement, ces approches plutôt itératives, participatives, elles comportent de nombreux défis pour les étudiants, des tensions entre la théorie et la pratique, des paradoxes émanant de la démarche itérative, une diversité d'outils et de techniques de collecte de données pour soutenir la participation, la créativité et la co-création, l'adoption d'une démarche inclusive, l'engagement aussi qu'il faut maintenir sur le long terme. C'est tous des défis effectivement qu'il faut aborder avec l'étudiant pendant ce parcours-là. Et ça, c'est important de pouvoir l'outiller aussi à certains moments, d'y réfléchir aussi avec lui parce qu'il n'y a pas d'outils ou de techniques idéales. C'est toujours adapté au contexte. Mais il y a aussi des enjeux clés rencontrés par l'étudiant lors de son cheminement et je vais laisser Mariam terminer avec ça. Oui, parmi les enjeux clés que je rencontre, par exemple, lors des projets, c'est vraiment comment s'approprier le savoir académique et le traduire concrètement sur le terrain avec soit des patients dans le cadre du projet CEPIN ou des chercheurs pairs avec The Bridge et prendre en compte les différentes visions du monde qui peuvent parfois s'entrechoquer entre experts, parents, chercheurs pairs, différentes co-acteurs et aussi co-participants et comment faire sens du vécu des gens, de leur expérience
de vie. Et est-ce qu'un jour, on arrivera à traduire ce vécu, les récits de vie qu'on rencontre, voilà, dont on est confronté dans la réalité, le traduire en savoir académique? C'est ça, en fait, une de mes questions. Merci. Parfait. Merci à tout le monde pour votre écoute.